C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, Ok. Bon. Déjà, c'est un plaisir d'être parmi vous. Déjà, la dernière fois, on a eu à traiter de quelques points, des points tels que à quoi s'est résumé la vie. On a fait un petit résumé de ce que c'était la vie. On a fait un petit résumé de ce que c'était la productivité comme telle. Et aussi, on a vu aussi ma conception de la paresse, que j'ai nommé la paresse 2.0, qui est, au fond, n'est pas une forme de paresse comme on a l'habitude de nommer ça, mais plutôt une forme de restriction de tout ce qui n'est pas majeur et tout ce qui n'est pas en accord avec la personne que nous voulons devenir et les choses que nous voulons accomplir dans nos périodes qui constituent notre vie. Par après, on a vu aussi comment travailler moins et obtenir plus avec la loi de 80-20, celle de Pareto. Et puis, il y a aussi la loi de 64-4, qui est la loi de Pareto qu'on a appliquée à la loi de Pareto elle-même. Et donc, c'était un peu ça, les points qu'on a eu à voir dernièrement. Et puis, on avait aussi, de façon primaire, entamé le point 5. On s'était dit certaines choses. Et c'est par là que nous allons continuer la petite séance courte, comme d'habitude d'aujourd'hui. Et donc, où on s'était arrêté la dernière fois, on était en train de parler de façon assez brève de fait d'accomplir des choses. Et ce qui est là, c'est que la conception du succès d'avant ou soit la conception d'accomplir des choses dans la vie d'avant est celle qui illustre dur labeur et souffrance. Okay. Donc il faut, pour accomplir quelque chose, il faut nécessairement souffrir, il faut nécessairement beaucoup travailler, il faut nécessairement, voilà, beaucoup peiner, voilà, à la sueur de son front, comme on dit. Et au fait, la productivité et la manière dont je conçois la productivité, ça vient en fait changer cette perception de voir les choses et cette impression qui est celle de nous poser la question de savoir et si c'était sans effort, et si c'était euh, et si c'était faisable sans que je ne puisse souffrir, et si c'était faisable sans que je n'ai à y laisser ma peau durant le processus. Et les questions telles que, et si c'était sans effort, comment je peux finir cette tâche? Et si c'était sans effort, comment je pourrais atteindre cet objectif? Et si c'était sans effort, comment je pourrais vivre une vie épanouie? Des questions telles que celle-là résonnent. Et ce qui est là, en fait, c'est que maintenant, il faut tenir compte d'une chose. Nous sommes des êtres très instables. Sûrement que après avoir eu cette discussion, après avoir eu cette formation, les deux séances qu'on a eues, il y aura cette motivation qui pourra venir pour essayer de faire des choses, pour essayer d'accomplir des choses, pour essayer de travailler, essayer de vivre une vie disciplinée, essayer de vivre une vie épanouie. Mais c'est une période, ok? C'est une période qui est là. Et puis après un temps, ça va descendre ici. Parce que la motivation, ça passe. Et la chose qui reste, c'est au fait la discipline. La motivation vous permettra de commencer quelque chose, ça va vous permettre d'avoir cette flamme qui va vous pousser à passer à l'action. Mais la chose qui vous permettra de continuer pendant les mauvais jours, en fait, c'est la discipline. Et la discipline vous permettra de mettre sur pied un momentum qui vous permettra d'implémenter tout ce que vous vous promettrez de faire ou soit d'accomplir euh, comme étant une chose à part entière dans votre vie. Et donc, si je dois reformuler ça de façon simple et de façon différente, je dirais en des termes plus dégustables, plus digestibles, que la discipline, c'est la consistance liée à une promesse. Et donc, vous allez vous promettre, par exemple, de vous asseoir chaque soir pour apprendre une nouvelle recette de cuisine. Vous allez vous permettre de vous asseoir chaque soir pour apprendre à jouer une nouvelle mélodie de guitare. Vous allez vous promettre chaque soir, soit chaque jour, de sortir et aller jouer au basket pour apprendre et perfectionner vos techniques. Et ces promesses-là, il faut les tenir. Eh bien, le piège qu'on fait souvent, c'est qu'on se donne des objectifs qui sont très grands. Et après qu'on ait loupé 2, 3 jours, on abandonne parce qu'on se dit, voilà, j'arrive pas à tenir, j'arrive pas à continuer. Et on perd en fait le fil. Et c'est pour ça que ces deux séquences que nous allons voir se nomment les deux promesses, au fait. La première promesse, au fait, c'est la promesse de la limite.
C'est quoi en fait la promesse de la limite? Disons, dans le cas de la lecture, je donne cet exemple parce que la lecture, c'est parmi les choses avec lesquelles j'ai beaucoup souffert pendant longtemps. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à me faire souffrir, mais quand même, cette souffrance-là change de forme vu que plus vous essayez de travailler sur vous, plus vous améliorez, plus vous arrivez à vous cerner, au fait, à cerner le vous qui n'aime pas faire des efforts. Et donc, la chose que je m'étais dit, c'est que, me connaissant, dans mon bon jour, je pouvais lire jusqu'à 50 pages. OK? Ça, c'était ma limite supérieure. Et dans mon pire jour, je pouvais soit ne pas lire, ou soit si je m'efforçais après une grande bataille avec le moi intérieur, je pouvais lire que 3 à 5 pages. L'écart est très, très, très grand. Donc, comme on l'a vu au début, la vie, c'est des périodes. Et surtout, c'est ce qui est amusant, ce qui est bon, pas amusant parce que c'est pas des périodes toujours aussi agréables. Ce qui est intéressant et intriguant, c'est que ce sont des processus d'évolution. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en sachant que ma limite supérieure, c'était de 50, ok, et ma limite inférieure, c'était de 5, j'ai choisi 10 comme limite journalière et j'en ai fait ma cadence. Ok. Donc, ce que je me suis dit, c'est que bon jour comme mauvais jour, je vais lire 10 pages. Ok. Certes, c'est très éloigné des 50. Et pourquoi vous allez me dire pourquoi tu as choisi une limite assez inférieure, aussi inférieure, alors que tu as les capacités de lire 50 pages par jour? Déjà, 50 pages, c'est pas exceptionnel. Il y a des gens qui lisent beaucoup plus que ça. Mais me connaissant, je me suis dit, OK, si je me dis que je dois me rapprocher plus des 50 pages que de 5 pages ou soit des 3 pages, mon cerveau allait mettre des cales avec le temps qui vont m'empêcher de pouvoir m'asseoir et lire après avoir loupé 2, 3 jours parce que je suis occupé, pour soit parce que j'ai des empêchements. Et le fait, en fait, de maintenir une cadence qui est faisable et actionnable, quel que soit le type de journée que j'ai, c'est au fait une façon pour moi d'embrasser encore un peu plus la productivité et cette mentalité-là où je me dis, écoute, le point n'est pas d'être, c'est le fait, l'objectif n'est pas d'être parfait, mais plutôt de se rapprocher. Le fait de se rapprocher, donc le processus au fait d'évolution, se rapprocher un peu plus, de trouver le bonheur dans la quête de construire la vie qui te donne la sensation que ce que tu fais, ce que tu entreprends a un sens. Parce que le but de la productivité, ce n'est pas d'éliminer, ce n'est pas au fait euh, de pouvoir éliminer tout ce qui nous empêche de pouvoir accomplir des choses. Non, ça c'est impossible. Il y aura toujours. C'est ça. Ça peut être très grand comme tout petit. Ça peut être très grand comme un événement qui nous empêche d'accomplir une chose. Ça peut être tout petit comme une simple notification qui vient sur notre téléphone. Ok. Mais le but de la productivité, c'est juste nous permettre de pouvoir mettre sur pied une vie qu'on pourra dire que nous avons une vie bien accomplie. Ok? Bien évidemment, la distraction et tout ce qui va avec, c'est là que nous allons passer à la deuxième promesse. La première promesse, c'est que vous êtes dit, ok, on va faire ceci à telle cadence, en ayant conscience de mes capacités inférieures et de mes capacités supérieures. Ok? Et maintenant, sur base de ces capacités-là, maintenant, on entre un peu dedans, on entre encore plus en profondeur avec la promesse de l'action. OK? Ce qui est là, c'est qu'on a tendance à tous avoir des listes des choses à faire. Et on est expert, très, très expert, en ne faisant pas les choses qui sont sur la liste des choses qu'on est censé faire. Et c'est au fait ça le plus dur. Ça nous donne un coup très, très, très fort sur le mental. Et finalement, on finit par abandonner. Et ce qui est là, c'est que je vais partager 7 promesses, ou soit si je dois reformuler, euh, 7 moyens et techniques qui vont permettre en fait de réaliser la promesse de l'action. Et surtout, 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 éviter de nous bloquer dans la partie où nous voulons être parfaits, nous voulons faire les choses parfaitement. Et plutôt nous mettre dans une mentalité où on s'est dit, je suis en train d'évoluer. C'est un processus. Certes, aujourd'hui j'ai raté 2 jours. Demain, je vais me reprendre et continuer. Et n'est pas au fait casser
cette courbe d'évolution. Parce que ce qui est là, c'est que l'évolution, on ne voit pas ça sur un laps de temps. Sur un laps de temps très court. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. L'évolution n'apparaît pas. C'est plutôt lorsque vous essayez de regarder derrière, en analysant 3 derniers mois, en analysant la dernière année. C'est là que vous verrez, ah ok, à force de faire telle chose avec répétition, je suis parvenu à devenir la personne que je suis là aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui doit nous motiver, c'est ce qui doit nous faire plaisir, c'est ce qui doit nous faire sourire à chaque fois qu'on pense à accomplir ou soit à atteindre un certain niveau, soit à découvrir quelque chose de nouveau. Et on va se lancer. Ce qui est vrai, c'est que les solutions, soit les techniques que je vais partager avec vous, ce ne sont pas des techniques faciles. Ok, c'est pas facile. Ça dépend au fait de chacun au niveau où il est. Ça dépend surtout de chacun à où est-ce qu'il en est avec le lui en lui. Où est-ce qu'il se trouve? C'est lui qui dompte, soit c'est lui qui est dompté. Ok. Mais quand même, ce sont des choses simples, simples dans leur énumération, simples dans leur narration et simples dans leur explication. Ok. Ce sont des choses que tout le monde peut faire en fait. Donc, ce qui est là, c'est le premier point dans la promesse de l'action, c'est au fait de changer la conception des choses et de changer le mindset au fait qu'on a autour des choses. Au début, au début, on a parlé des listes. Ce qui est là, ah, Président Ali, votre micro il est ouvert, s'il vous plaît. Un instant. Ok. Donc, je continue. Merci. Ce qui est là, c'est que je veux nous demander, je veux nous me demander aussi de changer la perception sur la manière dont nous voyons les choses. C'est que nous faisons des listes, des choses que nous voulons faire. Ok. La chose qu'il faudra changer juste, c'est qu'au lieu de faire des listes des choses à faire, on devrait plutôt faire des listes des choses à faire aujourd'hui. Ok. La nuance est presque inexistante. Mais une liste des choses à faire aujourd'hui qui, si je la fais, cette liste-là, ce sont des actions que je vais porter en me disant que je réduis de façon très stricte, de façon très minutieuse, ma zone d'action qu'aux choses qui sont essentielles, qu'aux choses qui sont majeures. On a vu les majeures au début durant la première séance. Et au fait, cette liste-là doit rester très, très, très courte. Ok. Parce que parmi les choses qui nous permettent, enfin, qui nous empêchent en fait, de réaliser ce qu'on fait et qui nous font tomber dans la commodité d'abandonner, ou soit d'avoir des listes infinissables, c'est que on y écrit tout ce qu'on doit faire. Alors que si on synthétise ça à un concept de planification journalier, ça a un très grand changement sur la manière dont on va apprendre ces choses-là. Ça demande en moyenne 10 minutes de planifier la journée suivante. Et ces 10 minutes-là, vous pouvez les faire juste avant de vous endormir. Ok. Vous vous asseyez, qu'est-ce que je dois faire demain qui va avoir un impact? Ok. Qu'est-ce que je dois faire demain qui va me permettre d'atteindre un certain niveau? Qu'est-ce que je dois faire demain qui va me permettre en fait, de créer un cheminement dans le processus de la personne que je vais devenir, dans le processus de la chose que je vais apprendre, dans le processus de la chose que je vais perfectionner. Ok. Et le concept du temps, c'est le concept le plus important dans la productivité. D'où la planification a aussi son importance parce qu'il nous permet au fait de modeler notre utilisation du temps. Et on va continuer avec notre deuxième point. C'est la règle des 2 minutes. C'est au fait une règle où tu te parles à toi-même. Tu dis, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis-toi juste 2 minutes. Okay, je vais le faire juste pour 2 minutes. Si au bout de ces 2 minutes, tu ne sens pas toujours l'envie de faire, arrête. Mais au fond, c'est très rare parce que dès lors qu'on se lance dans quelque chose, on n'aime pas laisser des choses non. On n'aime pas laisser des choses au milieu. Okay. On se dit, bon, que je finisse ça. Okay. Et continuez à tromper votre cerveau dans ce sens-là. Vous dites, ok, 2 minutes. 2 minutes.
Ok. Poussez-vous 2 minutes, puis 5, puis 10, puis 20, etc. Je pense que vous allez entrer dans une sphère qui vous permettra de continuer avant de vous dire non. Ok. Maintenant, il y a ça aussi. Il y a des gens qui, après avoir fait pendant des minutes, ils disent OK, je sens toujours pas l'envie de le faire, j'arrête. Ou soit, après avoir fait pendant 20 minutes, la personne n'arrive pas à entrer dans ce vibe, là, dans ce mood de continuer. La personne arrête parce que la règle des 10 minutes n'a pas été accomplie. Non. Enfin, ce qu'elle a fait, c'est juste te permettre de commencer. Ok. Maintenant, si le mood ne vient pas avec toi, alors dans ce cas, il faudra recentrer les choses vers une attitude qui te dit que je dois accomplir cette chose, ok, parce que je dois le faire, ok, je dois exécuter cette tâche, je dois faire ce travail. Et avec ça, il y a la règle des 10 minutes qui entre en compte. La règle des 10 minutes, c'est la règle qui dit que si la chose que je dois faire me prend que 10 minutes, je le fais maintenant. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on a tendance à écrire sur notre liste des choses à faire des tâches qui sont très insignifiantes. Insignifiantes dans un sens où elles nous prennent moins de 10 minutes ou même pas plus de 5 minutes. Okay. Ça peut être sortir les poubelles. Ça peut être appeler quelqu'un pour demander des renseignements. Toutes ces choses-là, on les écrit sur la liste. Et la liste s'allonge. On a une liste qui a 10 choses à faire, par exemple. Et quand on essaie d'analyser les choses qui peuvent être faites en moins de 10 minutes, il y en a beaucoup. Et essayer de faire maintenant les choses qui sont faisables en 10 minutes, ça permet au fait de nous rendre plus productifs et ça permet au fait de raccourcir aussi la liste des choses que nous devons faire. Avec ça, l'enchaînement continu, nous avons la règle de 25 minutes. Okay. Cette règle a en fait une autre appellation. C'est la méthode Pomodoro. Ça consiste en fait à diviser les tâches lourdes et longues et pénibles, ou soit pénibles, dans des laps de temps, ou soit des fourchettes qui sont constituées des blocs de 25 minutes. Et à l'issue de ces 25 minutes, vous permettez de vous donner 5 minutes de pause. Pendant ces 5 minutes-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas toucher à votre téléphone. Non, vous n'allez pas toucher à votre téléphone parce que vous devez rester dans une thématique de concentration. Full focus. Okay. Dans ces 5 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez marcher, vous allez prendre de l'air extérieur, vous allez vous détourner de votre travail et faire un exercice, par exemple. Vous pouvez vous étirer. Okay. Par exemple, pour ceux qui sont tout le temps assis en train de travailler, ils s'élèvent, ils font quelques marches, ils s'étirent un peu le dos pour essayer de se prémunir des douleurs, de ce qui pourra venir avec. Et au fait, ces cycles-là se constituent en 4 points. Donc, bon, pas 4 points, mais en 4 blocs. Le premier bloc avec 5 minutes, deuxième bloc avec 5 minutes de repos, troisième bloc 5 minutes de repos, et après le quatrième bloc, vous prenez 15 minutes de repos pour vous recharger. Encore un peu plus. Okay. Mais le but avec ça, c'est pas obligé au fait que ça soit 25 minutes. Ça dépendra des tâches. Ça peut être 20, 30, ça peut être 15, ça peut être même 10. Ok. Le but, c'est quoi? De couper une tâche qui vous semble pénible ou soit lourde, de couper dans des segments de temps qui vous permettront à chaque fois d'avancer, ok, de vous reposer, d'avancer, de vous reposer et d'arriver à conclure la chose que vous devez faire sans que ça ne soit repoussé à un autre jour. Ok. Et la chose aussi qui est aussi intéressante, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre les pauses euh, au milieu là. Mais néanmoins, le but de ça, c'est quoi? Ça fait, comme le nom l'indique, c'est la promesse de l'action. Les 25 minutes, c'est sûr qu'après 25 minutes, vous allez déjà ressentir ce flow-là qui vous permettra de continuer même au-delà des 25 minutes. Et bien évidemment, les pauses sont très importantes lorsque on fait un exercice, lorsqu'on fait un exercice de travail, bien évidemment, lorsqu'on travaille, lorsqu'on effectue une tâche, parce que ça vous permet en fait de vous régénérer les idées, ça vous permet de pouvoir vous fixer euh, votre repos et votre concentration. Parce que c'est au fait prouvé qu'au bout de 20 à 25 ou soit 30 minutes, la concentration décroît de façon très considérable. Du coup, cette technique de Pomodoro est là très efficace pour permettre de recentrer la concentration et ce qui va avec. Et la règle qui peut être la règle que je préfère le plus, c'est celle qui est la règle du moi du futur. En fait, c'est ma préférée. C'est en fait une règle que j'ai extraite d'une conversation que j'ai eue avec mon cousin il n'y a pas longtemps. Donc, quand je dis il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois déjà. En fait, elle se base sur une visualisation et une auto-menace. OK? En se disant, écoute, ne fais pas souffrir le toi du futur. Si tu fais ça aujourd'hui, ce que tu as à faire là, demain, tu n'auras pas à le faire. OK? Et demain, tu vas te reposer. Mais la seule condition, c'est que tu dois faire ça aujourd'hui.
Ok? Tout ça, c'est pour en fait éviter de tomber dans le cas de la cigale. Ok? Ayant chanté, dansé tout l'été, se trouvant fort dépourvu au moment de délivrer un travail, soit au moment où accomplir la promesse qu'on a fait, qu'on a dite qu'on fera à X temps. Ok? Et du coup, en ayant conscience de ce stress futur, en ayant conscience du double travail qu'on se donnera si on ne fait pas la chose là maintenant, on se force d'une certaine façon et on trompe notre cerveau et on finit par passer à l'action et au lieu de souffrir demain, on souffre aujourd'hui. Donc cette souffrance-là, en fait, je veux dire, cette promesse-là de satisfaction de demain arrive à combler, soit à couvrir le fait que la paresse peut prendre le dessus de nous. Ok? Même si la paresse vient prendre le dessus de nous, la logique aura déjà pris suffisamment de place et on se verra en train de faire une chose qu'on se disait qu'on n'allait pas le faire. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire souffrir le moi de demain, le moi du futur. Après, il y a aussi une règle qui va dans le même ordre d'idée de ce qu'on a eu à illustrer avant, c'est celle du leverage en anglais. J'aime beaucoup l'anglais, c'est très agréable à l'oreille et au parler. Le leverage, en français, on appelle ça l'effet levier. Okay? Donc, lorsqu'on regarde la source de ce que signifie le leverage, ça remonte à la finance et ce qui va avec. Je compare à la finance, ok? Donc, on va recentrer les mots à la productivité. Le leverage, ou soit l'effet levier, ça consiste à quoi? C'est au fait donner aux autres qu'ils fassent à votre place ce que vous ne voulez pas faire, ou soit ce que vous n'avez pas le temps de faire. Ce que vous ne voulez pas faire, ou soit ce que vous n'aimez pas faire. Ne pensez pas que tout le monde n'aime pas faire ça. Non. Quelque part dans le monde, quelque part parmi vos amis, il y a quelqu'un qui aime faire ça. Ce que vous aurez à faire comme effort, c'est juste aller chercher cette personne et lui faire faire ce que vous ne voulez pas faire. Avec ça, vous économisez sensiblement votre temps, votre effort, et vous pouvez nécessairement, vu que vous avez maintenant du temps libre, vous pouvez réorienter ce temps-là vers d'autres choses que vous pouvez faire, vers d'autres choses qui vous sont majeures. Okay? Et toujours dans cet ordre d'idées-là, il y a au fait le fait de simplement dire non, qui est la septième technique. C'est sûrement la plus dure parce que on n'aime pas en fait être négatif, on n'aime pas être désagréable aux yeux des gens. Et on pense au fait que dire non, c'est être désagréable aux yeux des gens. Mais au fait, non. Dire non peut être très libérateur et très salvateur. C'est aussi une façon de protéger son temps et sa réputation. Parce que, par exemple, si vous dites oui à quelque chose pour laquelle vous devriez dire non, et qu'à la fin, vous faites mal la chose, c'est en fait votre réputation, soit c'est vous que vous mettez en péril. Okay, parce que vous n'êtes plus crédible en disant oui à une chose auquel vous devriez dire non, et puis à la fin, vous avez des résultats qui ne sont pas conformes parce que vous n'aviez pas du tout ce souhait-là de dire non. Et après, vous vous retrouvez dans une situation où vous dites si je le savais, si seulement, ok. Le si là qui est déjà très désagréable. Dès lors que vous avez ce si là, ça veut dire que vous avez fait un mauvais choix, ok. Et dès lors que vous faites un mauvais choix comme ça, la prochaine fois, rappelez-vous juste que je devais dire non. Je dois dire non, ok. Donc oui, il faut retenir que un non qui est mal placé prend la place d'un oui qui devrait être bien placé, qui devrait être bien placé. Donc chaque non que vous dites chaque oui que vous dites à une opportunité mal placée, c'est un non que vous dites à une opportunité qui aurait été plus favorable pour vous. Et donc, on a vu les 5 points. Maintenant, on va passer au point numéro 6, qui est celle qui est de nous demander comment gérer une vie chargée. On a vu les techniques pour arriver à gérer son temps, on a vu les techniques pour arriver à gérer sa liste de choses à faire, on a vu les techniques et les moyens pour arriver à contrecarrer le nous en nous qui ne veut pas passer à l'action. On a vu aussi comment arriver à classer les choses qu'on doit faire, les choses qu'on devrait faire, les choses qu'on ne veut pas faire et les choses qu'on devrait faire à quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut essayer de placer ça, le tout, d'une façon un peu plus organisée pour essayer de gérer nos vies qui sont des vies assez chargées. Ok? Et on appelle ça une busy life, ok? Une vie chargée. Souvent, on dit qu'on a des vies chargées lorsqu'on n'a pas full control sur ce qu'on fait.
Parce que quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, quand est-ce qu'il est fait, comment il est fait, pourquoi il est fait et comment il arrivera à se débarrasser d'une chose qui est pénible. La vie ne lui sera pas aussi chargée, mais elle sera plutôt structurée. C'est ça le but de la productivité, pour permettre de changer les vies structurées, les vies chargées en vies structurées. Et parmi ça, pour en fait arriver à voir cela, il y a 4 points qu'on va voir de façon très rapide. Ce sont des points assez courts, assez brefs. Le premier point, c'est avoir une liste des engagements. Ok? Une liste des engagements, c'est en fait l'ensemble de tout ce à quoi vous êtes engagé à donner de votre temps. Ça peut être l'université, ça peut être la prière, ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, ça peut être rencontrer des amis, ça peut être dormir, ok? Ça peut être, par exemple, donner cette formation ici, ok, par exemple. Donc, tout, mais alors tout, et le tout, au fait, doit être listé d'une certaine façon où vous évitez, au fait, que le hasard soit votre style de vie. Okay? Certes, il y a des imprévus, ok? Mais que votre vie ne soit pas faite de hasard. Laissez un champ dans votre classification de votre emploi du temps au cas où vous aurez des imprévus. Par exemple, vous travaillez, vous dites par exemple, je dois accomplir cette tâche pendant 3 heures. Ne vous mentez pas, vous n'allez pas accomplir ça pendant 3 heures. Dites-vous que vous allez accomplir ça pendant 4 heures, ok? Pour laisser 1 heure d'imprévu. Cette heure-là, ça peut être quoi? Par exemple, il y a un appel urgent qui arrive, ou soit il y a quelque chose de plus urgent qui arrive à faire. Mais du coup, vous avez cette largesse-là d'imprévu. Mais surtout, évitez les hasards. ok? Et avec ça, vous avez votre liste. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Ok? Ça peut être aussi, pas nécessairement des actions, mais aussi, par exemple, une organisation. Par exemple, sur votre liste des engagements, vous pouvez aussi dédier du temps à vos organisations. Par exemple, il y a ANEC. Vous dites, ok, je dédie mon temps à ANEC. Ça veut dire que si, par exemple, il y a quelque chose que je dois faire pour ANEC qui vient, cela ne doit pas être comme un hasard, soit comme quelque chose qui vient pour me frustrer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est sur ma liste des engagements. ANEC est sur la liste des engagements. ECK est sur la liste de mes engagements. Ça peut être ça aussi pour tout ce que vous avez à faire. Ça peut être donner de l'aide à un ami. Ça peut être arriver à être disponible pour les gens. Ça doit être aussi être écrit sur la liste des engagements parce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes conscient que vous allez donner de votre temps. Ok? Et puis, vous avez votre liste d'engagement. Là, le second point qui vient, c'est au fait le point qui vous permet au fait de mettre sur pied un système de productivité. Maintenant, vous savez ce que vous allez faire. Vous savez pourquoi vous le faisiez. On en a parlé avant. Un système de productivité va vous permettre de gérer votre temps et vos actions pour en fait arriver à être productif. 1. Vous arrivez à être présent. 2. Et vous arrivez à être discipliné. 3. Ok? Vous êtes productif et proactif parce que vous faites ce que vous devez faire et vous êtes présent, ok? Parce que vous faites les choses que vous devez faire au moment où vous devez les faire et quand par exemple c'est l'heure de manger, vous mangez, ok? Vous ne pensez pas au travail. Quand c'est l'heure de dormir, vous dormez, vous ne pensez pas à la prière. Quand c'est l'heure de prier, vous priez, vous ne pensez pas à jouer. Ok? Et après, vous en faites votre discipline. Le troisième point. 1, 2, 3. Ok. Le troisième point. Vous en faites votre discipline qui va bâtir votre momentum. Ok? Votre discipline vous permettra aussi de mettre des barrières et savoir dire non de façon plus aisée. Parce que discipline égale barrière. Une fois que vous avez une discipline, vous savez facilement mettre des barrières pour que quelqu'un ne vienne pas piétiner votre discipline. Vous avez prévu de faire X choses à X temps. Ok? Vous vous êtes convenu avec la personne que c'est X chose à X temps. Vous êtes présent pour faire cette chose-là. Et quand quelqu'un d'autre vient interférer, vous dites simplement non, je peux pas parce que il y a ça de prévu. Ok? Non, je peux pas parce qu'il y a ça de prévu. Et avec ça, vous aurez moins du mal à dire non parce que vous avez une raison bien fondée. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne, mais vous êtes conscient avec vous-même. Vous êtes tranquille avec vous-même que telle chose, je ne l'ai pas faite parce que il y a telle autre chose que je dois faire, qui est prioritaire selon moi. Ok? C'est dans ce sens-là. Et puis, maintenant, on a vu la liste des choses à faire. On a vu la liste des choses à faire dans notre vie, dans notre semaine, dans notre journée. On a vu au fait les systèmes de productivité.
En fait, un point qui est aussi intéressant et important, c'est que un système de productivité, de nos jours, il y a moyen de rendre ça numérique. Ok. Il y a des applications qui permettent en fait de garder votre euh, productivité, ça permet de gérer tout ce dont on a cité là, ok, dans une seule application, ok. Par contre, il y a ceux qui sont old school, qui sont de la vieille école, qui préfèrent écrire ça dans un journal et réfléchir par écrit, ok, c'est aussi bien, tout comme il y a ceux qui mixent les deux, comme moi, ok. On a vu tout ça là. Maintenant, le prochain point, c'est juste la gestion de l'énergie, ok, energy management. On est tous habitués à ce qu'on nous parle de gestion du temps, time management. Mais très peu de temps, des gens nous parlent fait de la gestion d'énergie. Et ça fait une chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que quand vous faites votre liste de choses à faire, votre to-do list, on a tendance à classer les choses selon surtout selon notre temps libre, mais on oublie à classer les choses selon notre énergie. Ok. Parce que les choses qui sont urgentes et les choses qui demandent beaucoup de temps et d'énergie doivent être faites durant la partie de la journée où vous avez le plus d'énergie. Quand je parle d'énergie, je ne parle pas seulement d'énergie physique, mais aussi d'énergie morale, d'énergie mentale. Parce que il y a des moments où vous sentez juste que vous êtes faible. Vous avez de la force, vous avez bien mangé, vous êtes en forme, mais vous n'avez juste pas le bon énergie pour faire X chose. Okay. Pourquoi? Parce que vous avez gaspillé beaucoup trop d'énergie à faire autre chose. Et du coup, arriver à gérer et à classifier les tâches et les choses que vous devez faire dans votre journée selon votre énergie et selon votre temps, c'est aussi une façon de vous permettre de pouvoir gérer en fait une vie très chargée. Le dernier point, le quatrième point de ce sixième sujet, c'est chaque chose à son temps. Faire chaque chose à son temps. Parce que le temps, c'est l'élément le plus important. Ok. Dans le fait de vivre, le temps, c'est la chose la plus importante. Parce que une fois perdu, on ne les récupère plus. Lorsque on a une vue chargée, lorsqu'on a une vie chargée, cela est encore plus important de savoir faire chaque chose à son temps. Ok. Dormir lorsqu'il faut dormir, travailler lorsqu'il faut travailler, être avec des amis quand il faut être avec des amis. Okay. Ne pas mélanger les choses, c'est une des façons d'avoir une vie bien structurée, bien que chargée. Okay. Ça peut être juste 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, mais les 20 minutes, que ce soit les meilleures 20 minutes que vous pouvez donner pour une cause, donner pour accomplir une tâche, donner pour partager ce moment-là avec quelqu'un. Okay. Soyez présent. Chaque chose à son temps. Et on va entamer le dernier point, qui est comment vivre et non survivre même sans être millionnaire. Et je suis tombé sur une vidéo très intéressante de Sénèque, si vous le connaissez, c'est un philosophe, un des grands pionniers du stoïcisme. Et c'était quelqu'un d'assez riche, ok. Il était bien placé et dans la société et sur le point de la vie en elle-même, sur le point pécuniaire. Et ce qu'il dit au fait, c'est que il ne faudrait pas confondre plaisir et bonheur. Ok. Il dit l'argent vous donnera du plaisir, mais enfin pas nécessairement l'argent, mais il dit les choses matérielles vous donneront du plaisir, mais pas nécessairement du bonheur. Ok. Les choses matérielles peuvent vous donner une certaine satisfaction, ok, mais ça ne vous permettra pas de combler tout. Ok. Et c'est là que vous allez me dire, ok, c'est bon, c'est mieux de pleurer dans une Ferrari que de pleurer dans dans une voiture qui n'a pas de nom. C'est mieux de pleurer dans une villa que de pleurer dans, dans une hutte. Mais ce qui est là, en fait, c'est qu'il veut illustrer, c'est juste le fait que le bonheur n'est pas comblable avec les choses. Il n'y a pas moyen de combler le bonheur avec les choses. Parce que c'est un ressenti qui est basé sur une satisfaction liée à un sens qu'on donne à notre façon de vivre. Okay. Tant que cette satisfaction est liée et nous fait ressentir que notre vie a un sens, okay, nous allons atteindre le bonheur. Et dès lors que cette satisfaction
est lié à un plaisir qui n'a rien à voir avec un sens direct avec notre vie, millionnaire ou pas, ça va amputer sur notre perception du bonheur et sur notre perception de la vie comme un tout. Et si vous vous souvenez au début, j'ai dit que la vie c'était des périodes. Okay? Des périodes constituées de 24 heures chacune. Des périodes constituées de 24 heures qui nous donnent la sensation que nous vivons. Okay? Et bien vivre ces 24 heures, c'est vivre 24 heures après 24 heures de façon consciente, de façon à évoluer, de façon à grandir, de façon à être une personne qui se rapproche de celle qu'on veut devenir, de la version de la personne qu'on veut devenir. C'est au fait de contrôler nos 24 heures qui nous permettent de vivre pleinement. Parce que la différence que nous voyons chez les gens qui sont ultra riches et les gens qui font tout ce qu'ils veulent, c'est au fait qu'ils font les choses qu'ils veulent faire, les choses pour lesquelles ils ressentent un bien, okay? Et les choses qui ne sont pas alignées avec ça, ils les font faire par d'autres personnes, ou soit ils ne font juste pas. Okay? Et au fait, le fait de se dire que, ok, je fais ce que je veux faire, je fais pas ce que je veux faire, mais je fais ce qui me fait sentir évoluer, ce qui me fait sentir, qui fait sentir ma vie ayant un sens, ça nous permet d'être épanouis. En fait, c'est un peu ça. Et arriver à avoir une liste des engagements qui, quand on le regarde, on se dit, ouf, purée. C'est déjà ainsi que la déprime ne va pas manquer dans les choses que vous allez faire. Okay. Du coup, une autre indice, ou soit un autre indice pour vous permettre d'évacuer des choses qui ne vont pas vous permettre d'avoir une vie, ou soit d'avoir une sensation que vous avez une vie bien accomplie, c'est lorsque vous lisez, ou soit lorsque vous rêvez pour faire une chose, quelle est votre sensation? Quelle est votre énergie face à cette chose-là? Est-ce que vous dites encore aujourd'hui? Ou soit est-ce que vous dites encore aujourd'hui? Okay. Dès lors que vous dites encore aujourd'hui, répétez-vous en question. Essayez de vous séparer de cette chose-là. Mais si la sensation c'est encore aujourd'hui, alors là, levez-vous, c'est le moment d'y aller. Okay. Et pour finir, en fait, pour finir et chuter, c'est que la productivité, au-delà des techniques, au-delà des choses qu'il faut faire et ne pas faire, au-delà des choses qu'il faut connaître et ne pas connaître, etc., c'est d'abord une étude de soi. Okay? C'est une étude sans fin de sa propre personne. Une étude durant laquelle vous vous poserez toujours des questions pour vous comprendre, pour vous connaître, vous savoir comment vous piéger le vous qui n'aime rien faire dans votre tête. Et surtout, savoir comment redéfinir ses défauts. Par exemple, moi, j'ai redéfini ma paresse qui m'a lié à la productivité. Quelqu'un d'autre peut redéfinir le fait qu'il est très lent à exécuter quelque chose pour essayer de trouver un moyen qui va lui amener à exécuter cette chose en question. D'autres personnes peuvent redéfinir ce qu'ils croient comme défaut, ok, de façon à tromper son cerveau et à nous tirer plus vers la vie qu'on veut accomplir. Ok? Parce que, au final, j'invite tout le monde à embrasser ses défauts parce que c'est en connaissant et en étant conscient de ses défauts qu'on arrive, en fait, à savoir comment les transformer et comment, en fait, arriver à attirer les qualités qu'on veut avoir. Aujourd'hui, je suis très fier de dire aux gens que je suis paresseux. Et je l'ai dit très souvent. C'est une fierté. C'est parmi mes plus grandes fiertés parce que en sachant que j'étais quelqu'un de paresseux, ça a su débloquer en moi cette puissance-là qui a su me transformer en la personne productive que je suis aujourd'hui, à la personne qui est amoureux de sa vie. Okay? Et surtout, c'est quelque chose qui nous surprend toujours. Arriver à se découvrir nous surprend toujours. Je vous invite tous à vous donner cette chance-là de vous surprendre. Mettez-vous au défi de vous surprendre. Mettez-vous au défi de vivre la vie que vous voulez vivre. Okay. Et donc, c'est par là que je chute avec les références. Parmi ces références, j'ai gardé 3 livres, 3 personnalités. Je vais vous dire pourquoi. Le premier livre, c'est 7 habitudes
des gens efficaces. Ce livre est très intéressant parce que il vous, il shape en anglais, en français, il transforme, soit il taille votre cerveau pour vous permettre d'avoir une attitude qui est basée sur comment je dois effectuer telle ou telle chose, soit comment appréhender tel ou tel événement de la vie pour me permettre d'être efficace. Et puis après, le deuxième livre, c'est La semaine des 4 heures. C'est vraiment dans le cadre toujours de faire moins, de faire moins et obtenir plus. Okay? Et la gestion du temps. Et Effortless, c'est le troisième livre, c'est en fait, c'est lui où on parle vraiment de comment je peux, tout ce que je fais ici, comment je peux le faire en appliquant le moins d'efforts que possible. Okay? Et en parlant des personnalités, la première personnalité que je vous recommande de suivre, enfin, je recommande de suivre, d'aller sur YouTube, d'aller lire sur la personne qui a écrit les livres. La première personne, c'est Jim Rohn. C'est un businessman qui a réussi, il est déjà décédé malheureusement, mais c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de traces. Sur YouTube, vous pouvez trouver ses travaux, ce qu'il a effectué comme impact sur les gens. Il prône le fait d'être conscient de l'utilisation de son temps, de son entourage, du fait au fait de penser par écrit et du fait au fait d'être conscient de qui et de ce qu'on veut avoir comme vie et de qui on veut être comme personne dans la vie au fait qu'on est en train de viser. La deuxième personne, c'est Tim Ferriss. C'est l'auteur même de La semaine des 4 heures. C'est quelqu'un de très intéressant et il est très actif dans le domaine de la productivité, ce qui va avec. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et d'avoir un enchaînement régulier. Et la troisième personne, c'est Shadi Zerai. C'est une psychologue qui fait un travail monumental sur les réseaux sociaux. Elle est sur LinkedIn, elle est sur Facebook, sur YouTube. Et écoutez, l'écouter, c'est en fait différent d'écouter les autres motivateurs, comme on dit. Parce que elle, par, en plus du fait que elle te motive à faire telle chose, elle lie ça à la psychologie de la personne, parce que nous sommes des personnes psychologiques. Elle lie ça à des faits psychologiques. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à vous la recommander aussi, parmi, dans cette séquence des références et recommandations, parce qu'elle met un pont très, très visible entre l'action, la personne et sa psychologie. Et aussi, ça permettra de pouvoir acquérir certaines, euh, certaines capacités et connaissances sur sa personne. Parce que dès lors qu'on sait comment notre cerveau est constitué, comment notre cerveau est construit, on a cette capacité, cette facilité-là de pouvoir aller à l'encontre de cette nature qui est pas naturelle pour notre vie future. Et c'est par là que je finis. Merci, merci, merci pour votre présence. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Cette vidéo sera enregistrée, elle est enregistrée. Elle sera publiée sur la page YouTube, sûrement dans une semaine ou une semaine et demie, après avoir publié la première vidéo de la première séance. Donc, s'il y a des questions, je les prends. On peut finir par là.